Il est quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bock-Côté. Cher Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Arthur de Vatrigan. Bonsoir Elliot. À la une de l'Incorrect ce mois-ci, Tall Story, détenu, surveillant, aumônier. Il raconte, c'est donc un grand dossier sur les prisons en France avec une succession de témoignages. Découvrir donc dans les pages de l'Incorrect ce mois-ci. Le point sur l'information, c'est avec vous, Isabelle Piboulot. Chère Isabelle, bonsoir. Je suis très en colère car Isabelle, vous n'apportez pas l'information majeure de la soirée, à savoir que le Paris Saint-Germain vient d'être champion de France pour la 13e fois de son histoire. Le point sur d'autres informations en bagage. Bonsoir évidemment Elliot. plus important. Bonsoir à tous. Isabelle, c'est à vous. Vous avez pu le suivre sur notre antenne dans les Yvelines. Le maire de Montigny, le Bretonneau, a inauguré un square au nom de Philippine. Première aire de jeu inclusive de la ville, adaptée aux enfants en situation de handicap. Un hommage à l'étudiante de 19 ans dont le corps avait été retrouvé dans le bois de Boulogne le 21 septembre dernier. Le principal suspect, un ressortissant marocain de 22 ans, avait reconnu l'avoir abusée sexuellement avant de la tuer. En Birmanie, plus de 3350 morts sont à déplorer après le puissant séisme du 28 mars. Le tremblement de terre a également fait plus de 4500 blessés. 220 personnes restent portées disparues. La marine indienne a livré aujourd'hui des centaines de tonnes d'aide alimentaire au lendemain d'une rencontre rare entre le Premier ministre indien et le chef de la junte militaire. Et puis cet important coup de filet coordonné par Europol. 1 tonne de cocaïne a été saisie et 20 personnes arrêtées en Espagne, en France et en Belgique. Parmi elles, 10 suspects ont été placés en détention provisoire. Ces individus sont suspectés d'être impliqués dans une organisation qui faisait entrer de la drogue dans des conteneurs via le port de Valence. Merci chère Isabelle pour le point sur l'information. Évidemment, il y avait des actualités plus importantes. On se retrouve à 20h pour un nouveau point sur l'information. Et on parlera peut-être du Paris Saint-Germain. À la une de Face à Mathieu Bock-Côté, semaine politique et judiciaire historique en France après la condamnation en première instance de Marine Le Pen et cette volonté de restreindre le droit à l'indignation. Pas question de remettre en cause la décision sous peine d'être taxé de fasciste. Le RN se mobilise demain. Sédition, disent les opposants. Comment expliquer cette dérive autoritaire ? On en parle dans un instant. Une professeure de Nantes, filmée à son insu et malmenée pour avoir eu le malheur de demander à une élève de retirer son voile. Un maître de conférence à Lyon, contraint de quitter l'amphithéâtre, pris à partie par des voyous cagoulés pour s'être opposé, entre autres, à la rupture d'un jeune lundi dans la faculté. La crise de l'école se poursuit. Décryptage dans cette émission. Enfin, vous recevez ce samedi Charles Gave, économiste, financier, essayiste. Vous reviendrez avec lui sur la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Est-ce la fin de la mondialisation heureuse, du libéralisme à outrance ? Voilà le programme, il est riche de Face à Mathieu Bock-Côté. C'est parti, et pour commencer, c'était une semaine politique plus que chargée en France, Mathieu. De la condamnation de Marine Le Pen à celle d'Éric Zemmour, en passant par la remise en question du droit de critiquer une décision de justice. Certains ont peut-être l'impression de basculer dans un nouveau monde qui se réclame de la démocratie, mais qui piétine ses principes. Et tel sera le sujet de votre premier édito, Mathieu. Oui, alors je ne reviendrai pas sur le détail de ce qui s'est passé. On est tous au courant de la condamnation de Marine Le Pen. Je noterai simplement une première chose, c'est le fait que le RN et ceux qui tournent autour de lui ont été surpris. Finalement, ils étaient fondamentalement surpris par cette condamnation, pas comme s'ils croyaient fondamentalement au système qu'ils contestent. On est dans cette séquence très particulière où le RN version Marine Le Pen était surpris, sincèrement surpris de la décision de justice. Et dès lors, c'est une forme de sidération qui s'est établie pour l'ensemble de la semaine, en fait. Le RN croyait avoir achevé sa dédiabolisation, tout comme il croyait l'avoir achevé au moment des législatives l'an passé. Et chaque fois, le RN découvre que sa dédiabolisation est inachevée, que la diabolisation reprend toujours lorsque le système l'exige. Dans les circonstances actuelles, le nouveau nom de la diabolisation, c'est Trumpisation. Trumpisation, on dit que le RN serait à la veille de faire l'équivalent de la taxe du Capitole dont on a parlé il y a quelques années aux États-Unis. Je note une autre chose qui me semble importante, c'est que ce qu'on appelle l'état de droit aujourd'hui connaît partout en Occident, on l'a vu en Roumanie, mais aussi on l'a vu en Allemagne, et là on le voit en France aujourd'hui, une forme de dérive autoritaire. Et quelle est la dérive autoritaire de l'état de droit ? Elle se présente ainsi. Pour sauver la démocratie contre des partis accusés d'être populistes, qui instrumentaliseraient les méthodes de la démocratie
contre l'esprit de la démocratie, eh bien, il serait nécessaire de frapper ces partis, de frapper les mouvements, de frapper les discours qui instrumentaliseraient la démocratie contre les principes de la démocratie. On suit le principe. Et ça, c'est la véritable dérive donc de l'État de droit, parce que l'État de droit n'est plus simplement un encadrement juridique du politique, un encadrement constitutionnel du politique. C'est une idéologie, dans les faits, qui fonctionne à la criminalisation d'à peu près tous les propos qui entrent en contradiction avec l'idéologie dominante de notre temps. Ce qu'on voit en ce moment, et c'est très particulier, c'est avec la décision de justice, on nous dit elle est nécessaire pour éviter, justement, c'est le frein juridique qui empêche le basculement populiste de notre temps. Et on mobilise, vous le noterez, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois, pour expliquer que le parti qui est devant eux doit être enfin interdit parce qu'on ne l'a pas fait à l'époque. Donc, c'est le mythe de Weimar appliqué aux années 2020. On dit à l'époque, Weimar s'est effondré devant les nazis. Aujourd'hui, la démocratie ne doit pas s'effondrer devant ceux qui la contestent. On connaît ça par cœur. Aujourd'hui, j'ajoute une chose, c'est assez important, c'est la logique de l'état d'exception qui est utilisée. L'état d'exception, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à suspendre les règles juridiques, administratives et politiques d'un système pour chasser un corps étranger qui remettrait en question le système, pour chasser une menace qui viendrait déstabiliser l'ordre constitutionnel. C'est ainsi que ça se présente à nous aujourd'hui. Alors, quand je dis qu'il y a partout en Occident une volonté de mater les partis populistes, révoltés, insurgés, eh bien, je ne dis pas qu'il y a un complot, là, qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas un conspirationniste, comme on dit. Je dis simplement qu'il y a une logique, en fait, qui se déploie, un régime qui se braque, un régime qui se radicalise pour bloquer ceux qui le contestent. Et qu'on le voit donc avec la décision de justice. Premier élément, oui, c'est une décision individuelle. Une autre décision aurait pu être possible. La preuve en est que plusieurs juristes disent qu'ils ne comprennent pas cette décision. C'est bien la preuve. Néanmoins, c'est un effet de système parce que, à ce qu'on voit partout en Occident, on est passé pour les partis populistes de l'invisibilisation à la diabolisation, à la cordon sanitarisation, à la front républicanisation, et aujourd'hui, c'est l'interdiction, tout simplement la décapitation juridique de leur chef. C'est un système qui se verrouille. On a dit cette semaine qu'on ne saurait critiquer une décision de justice. Mathieu Bocoté, cette idée vous surprend-elle? Ce que je constate, c'est qu'on est donc dans un système de justice de droit divin qui correspond à une forme d'état de droit divin aussi. Encore une fois, c'est fascinant. On est devant une décision de justice. On nous dit qu'on ne comprend pas la décision de la magistrate. Plusieurs personnes qui détestent à s'en confesser le RN et Marine Le Pen disent qu'ils ne comprennent pas la décision de la magistrate. Mais on nous dit au même moment que critiquer cette décision est absolument illégitime. Bien qu'il soit permis de la porter en appel, ce qui veut donc dire qu'on la conteste selon un processus juridique. Quand on nous dit que cette décision aurait pu être prise, une autre décision aurait pu être prise, un autre jugement aurait pu être rendu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette juge, a fait peser sa subjectivité dans son jugement pour être capable de l'orienter dans une direction plutôt qu'une autre. Alors, on nous a parlé cette semaine de l'ordre démocratique, l'ordre public démocratique, tout comme on nous avait parlé de l'ordre public immatériel. On multiplie les concepts aujourd'hui pour justifier le resserrement de l'espace démocratique au service des seuls partis du système. Donc là, quand on s'intéresse, on se dit, est-ce qu'on pourrait savoir qui est le profil de cette juge? Elle a un pouvoir immense. Elle vient de une forme d'interruption du processus démocratique en France. Est-ce qu'on pourrait savoir qui elle est? Non pas pour la menacer. Évidemment, toute forme de menace de la juge est absolument condamnable, ça va de soi. Mais est-ce que nous pourrions savoir qui nous gouverne? Eh bien, on nous dit non. Non, il faudrait invisibiliser les décisions de justice, les impersonnaliser. D'accord, mais quand on sait que une autre décision aurait pu être prise, pourrions-nous savoir qui nous gouverne aujourd'hui? On nous dit non. La critique d'une décision de justice aujourd'hui, ce serait factieux. Ce serait l'autre nom d'une rébellion contre la possibilité même du vivre ensemble, de la démocratie, d'un monde de concorde civique. Je suis fasciné, en fait, par cette idée que les pouvoirs, aujourd'hui, sans la moindre gêne, nous expliquent qu'on n'a pas le droit de les critiquer. Tout comme les médias refusent qu'on les critique en disant « Vous ne pouvez pas critiquer les médias parce qu'alors vous êtes contre l'esprit démocratique du quatrième pouvoir que sont les médias. » Je pose la question sur la question, est-ce qu'on peut critiquer les décisions de justice? Si la justice est une institution humaine et non pas une institution d'une autre nature qu'humaine, donc une institution divine, si c'est une institution humaine, elle est donc légitimement critiquable. Et on peut dire que la critique doit être formulée intelligemment, la critique doit être dans des formes, j'entends tout cela, mais si on nous dit que certaines décisions ne peuvent pas être critiquées, sans quoi on se marque immédiatement dans le camp des factieux, eh bien là, on est hors démocratie.
Dans le même état d'esprit, je me dirais ça, il y a la manifestation dont on nous parle qui aura lieu demain. Eh bien, moi, j'entends maintenant que la manifestation de surréfactieuse, séditieuse, qu'il ne serait pas légitime de marcher ou de manifester ou de faire un rassemblement contre la décapitation juridique de la principale candidate de l'opposition nationale en ce pays. Je confesse mon étonnement. Je note qu'à cette manifestation, il y aura aussi très probablement des contre-manifestants d'extrême gauche dont l'objectif est de provoquer, sans la moindre gêne, les manifestants qui seront là. Et lorsqu'il y aura une provocation et qu'il y aura probablement peut-être quelques coups qui seront échangés, le récit médiatique sera l'extrême droite, comme il l'appelle, est à l'origine de violence. Au mieux, on nous dira il y a eu une rixe entre militants extrémistes, place Vauban. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre cela et ce qui s'est passé avec Éric Zemmour en l'espace de 2 semaines. Condamnation pour ses propos où il livrait son interprétation des événements de Crépol. Et maintenant, condamnation à cause d'une explication historique sur la Deuxième Guerre mondiale que l'on peut juger hasardeuse, que je ne partage pas s'il faut le dire, mais qui est une explication historique comme une autre, qu'on peut discuter. Si Zemmour a tort, on l'invalide, on dit qu'il a tort, on prouve qu'il a tort, et c'est terminé, on n'en parle plus. Mais décider de régler des querelles historiques devant les tribunaux, comme on le fait avec lui, c'est l'autre nom d'une logique de censure qui va de plus en plus loin. On a renoncé à convaincre dans le monde occidental aujourd'hui. On préfère contraindre, interdire, sanctionner et mater. Est-ce que la révolte populiste française, Mathieu Bock-Côté, risque d'être matée par ce que vous présentez comme une séquence répressive? Alors, c'est paradoxal, je crois. D'un côté, la répression fonctionne. Elle est là pour ça. C'est-à-dire, les répressions sont là pour fonctionner. Donc, pour démobiliser la population, démobiliser ceux qui se retrouvaient dans la candidate Marine Le Pen dans les circonstances. À l'échelle de l'histoire, vous savez, les révoltes avortent la plupart du temps. Le système est plus fort que l'antisystème la plupart du temps, sauf quand un système en vient presque à s'écrouler en quelque sorte. C'est arrivé aussi dans l'histoire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le système qui est le nôtre en est rendu aujourd'hui, ne sait plus faire autre chose qu'interdire et sanctionner parce qu'il a renoncé à gagner selon les règles habituelles. Par ailleurs, imaginons que Marine Le Pen, parce que là, toute la vie politique est tendue pour 1 an sur l'appel à peu près dans 1 an, imaginons qu'elle soit chassée de la vie politique. Ben, il y a quand même, à ce que j'en sais, il y a des successeurs possibles dans ce parti. De Jordan Bardella, évidemment, à Marion Maréchal. À l'extérieur de ce parti, dans la droite nationale, il y a Éric Zemmour. À l'extérieur de la droite nationale, mais les figures qui comptent, il y a Bruno Retailleau. Donc, on pourrait nommer d'autres figures. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a d'autres figures qui portent aujourd'hui cette révolte partout visible en France aujourd'hui. Et les causes, surtout, qui ont amené tant de Français à retirer leur confiance à l'idéologie dominante, insécurité, immigration massive, perte de confiance, fiscalisme, écrasement administratif, toutes ces causes sont encore là aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut redouter dans les temps à venir, c'est une révolte de plus en plus profonde et une répression de plus en plus autoritaire. Arthur de Vatrigan, est-ce que vous partagez ce constat sur cette dérive autoritaire d'une partie de la classe médiatique et politique ? Oui, c'est pourquoi il y aura une manifestation demain, une manifestation sur laquelle je vais revenir, parce que c'est assez original. Disons qu'une manifestation en France, si vous voulez, c'est comme des robes encore froissées du placard hivernal ou des terrasses de bistrot, c'est-à-dire dès que ce sont des essaims comme ça qui sortent brusquement dès que le printemps pointe son nez. Et en France, on connaît les manifestations printanières. Ces manifestations sont celles où généralement on manifeste son attachement aux valeurs de la République, c'est-à-dire qu'on descend pour faire barrage au fascisme avec des fascistes, ou qu'on manifeste contre la réforme des retraites, ou alors pour soutenir Adama Traoré ou la Palestine. Bref, des trucs qui sont vraiment essentiels et vraiment vitaux pour la France. Et là, on est sur quelque chose de différent, d'où les réactions un peu étonnantes, et du côté de la presse et du côté des politiques, en disant « mais je comprends pas, normalement, c'est pas eux qui doivent manifester, c'est pas trop leur cam ». Mais on avait déjà connu ça au moins 2 fois, toute proportion gardée évidemment, c'était l'école libre en 84 ou les manifestations contre le mariage dit pour tous en 2013. Et c'est des événements comme ça qui sont assez étonnants parce que ce sont des événements, des Français descendent dans la rue sans drapeau CGT, sans ballon gonflable FO, ni bus affrété, parce que ils veulent rappeler déjà que la rue appartient à tous les Français. Et surtout lorsque ces manifestations mobilisent un peu de monde, c'est parce qu'elles dépassent la simple défense du bout de gras personnel. C'est-à-dire qu'on sort de chez soi quand on n'en peut plus, quand les murs des appartements ou de votre maison sont trop étroits pour contenir la colère. Et donc l'enjeu
de beaucoup de gens, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas le Rassemblement national, comme c'était pas François Fillon en 2017, dont d'ailleurs la plupart des personnes qui étaient présentes au Trocadéro n'auraient jamais glissé un bulletin Fillon dans l'urne. Si les Français prennent possession le temps d'une journée de la rue, c'est par des possessions du pouvoir, des possessions de leur liberté, des possessions de leurs droits. Parce qu'on ne peut pas donner des leçons de démocratie toute la journée et s'asseoir dessus en même temps. La démocratie, elle fonctionne sur au moins trois fondamentaux. Premièrement, le débat des croyances. Deuxièmement, la confiance dans les institutions. Et troisièmement, une séparation des pouvoirs, c'est-à-dire un pouvoir et des contre-pouvoirs. Or, ces trois fondamentaux sont mis à mal. Le débat des croyances a été remplacé par la technocratie, le cercle de la raison, c'est-à-dire je sais donc je suis, si vous n'êtes pas d'accord, fermez-la. Quant aux deux autres, le cas de Marine Le Pen illustre tristement. Les contre-pouvoirs sont devenus des pouvoirs. Il faut le rappeler avec la bénédiction du législateur, parce que si ce sont les législateurs qui ont permis à des magistrats d'appliquer une exécution provisoire, il faut toujours le rappeler. Or, l'exécution provisoire n'est rien d'autre que la certitude d'un homme ou d'une femme de ne pas se tromper. C'est-à-dire quand vous dites « je donne une exécution provisoire », c'est « je crois mon jugement infaillible ». C'est quand même assez effrayant. Et on a inventé la justice pour éviter que chacun se fasse justice. Mais peut-être que des magistrats ont oublié que ça les concernait aussi. Or, donc, on voit que la confiance dans les institutions est fragilisée, d'où l'envie de manifester et de sortir. Donc il reste, je pense, une question avec toute cette séquence, c'est la démocratie était un système qui s'est grippé, qui s'est rouillé, qui grince un peu et qu'on peut réparer, ou la démocratie est-elle juste une atmosphère, c'est-à-dire un vague sentiment ? Autre sujet à présent, on a beaucoup parlé de l'école cette semaine, Mathieu Bocoté, en disant que la République y cédait du terrain. Surtout, nous en avons eu plusieurs démonstrations selon vous, et ce sera le sujet de votre second édito. Alors, le mot « la République cède du terrain », je l'ai beaucoup entendu cette semaine, en effet, et je ne sais jamais ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que l'ordre public cède du terrain. Ce que je sais, c'est que la laïcité cède du terrain. Ce que je sais, c'est que le souci de la vérité cède du terrain. Ce que je sais, c'est que la culture française cède du terrain. Mais j'ai l'impression que tout cela, on ne peut le nommer qu'à travers le vocabulaire empoulé de la République. Alors, 3 exemples cette semaine. Le professeur, le maître de conférence Balanche, qui a vu son cours interrompu, on en a parlé, je crois, aujourd'hui, par des militants islamo-gauchistes et probablement plus islamo que gauchistes, qui considèrent que l'université leur appartient et qu'ils sont en droit désormais de sanctionner les propos qu'ils jugent inacceptables dans l'université. Donc l'université, ils privatisent l'université, ils exercent une souveraineté sur ces lieux et considère quel prof peut enseigner ou non. Et n'oubliez jamais que ça, c'est la part visible de tout cela. Parce que la part invisible, c'est déjà un corps professoral qui, pour l'essentiel, est très marqué à gauche et qui tend régulièrement à chasser de ses rangs ou à ne pas laisser entrer ceux qui ne disent pas exactement la bonne chose pour faire carrière dans l'université. Donc, un professeur ici, qui est dans un souci de transmission scientifique du savoir, de production scientifique du savoir, il est frappé d'interdit. De même, cette directrice, si je ne me trompe pas, qui pose la question du voile, on la filme. Vous vous rendez compte le sentiment, mais d'impunité absolue de celui qui peut filmer les autorités de l'école pour les intimider en disant « vous allez désormais vous coucher, nous avons le pouvoir, vous ne l'avez plus ». Et finalement, cette enquête de Mediapart, que je trouve absolument terrifiante, sur une professeure qui est accusée de tenir des propos anti-islam, on pourrait dire plus largement anti-islamistes, on pourrait être plus précis, sur un compte privé, Twitter. Et qu'est-ce qu'elle fait? Là, on fait tout pour la désigner à la vindicte publique, comme si on marquait sa porte d'une croix en disant « voilà la prochaine cible ». Je trouve ça fascinant, cette logique de délation, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qu'une logique de délation. Et moi, ces militants politiques, ces militants idéologiques, ces policiers idéologiques qui aiment se faire appeler journalistes et qui pratiquent dans les faits l'identification des contrevenants idéologiques, qui pratiquent la délation haineuse, qui veulent que nous sachions qui est coupable de tels propos. Et de ce point de vue, il faut des sanctions. Les sanctions viendront du haut, viendront du bas, viendront d'ailleurs, on ne sait pas. Et on nous dira que quand la sanction viendra, l'autre l'a bien cherché parce qu'il a pensé à l'extérieur du périmètre du pensable. Je suis tout à fait terrifié. Et encore une fois, il faut voir, parce que j'ai parlé de l'université, j'ai parlé de la situation faite aux autorités, aux enseignants, c'est que l'école n'est plus un lieu véritablement où la France est chez elle à bien des égards. Elle perd du terrain un peu partout. Et qu'est-ce qu'on demande à l'école aujourd'hui? Est-ce qu'on lui demande encore de transmettre le savoir, la culture, une culture générale? Non, pas vraiment. On lui demande simplement de gérer au mieux une situation qui semble perdue. Et pourtant, je le disais, Elisabeth Borne a bien dit, pardonnez-moi, que la République ne reculerait pas
N'est-ce pas l'essentiel, Mathieu? Je pense que le problème de la classe politique, c'est de dire une chose pour cacher le contraire. C'est-à-dire, la République ne reculera pas, c'est qu'elle a déjà reculé. L'école ne reculera pas, c'est qu'elle a déjà reculé. La laïcité ne reculera pas, c'est qu'elle a déjà reculé. La parole politique, dans les faits, ne sert plus à dire une réalité, à proposer quelque chose. Elle sert à masquer, à dissimuler, mais elle cache bien mal. Et aujourd'hui, les incantations républicaines font grand mal à la politique, je crois, font grand mal à la vie démocratique. Et on nous présente la situation de l'école. Encore une fois, c'est l'insécurité, mais c'est l'insécurité scolaire sur le mode de centaines, de milliers de faits divers qu'il ne faudrait pas mettre en lien les uns les autres. On se demande quelquefois quel est le grand geste d'autorité qui permettrait de renverser le rapport à l'autorité dans cette société marquée par ce que vous avez appelé ce matin l'inversion des valeurs. Et on peut croire que l'école serait le lieu de la restauration d'une saine verticalité, mais qui y croit vraiment aujourd'hui? Il se peut, j'en suis pas certain, mais il se peut que la restauration de l'école passe moins par le grand geste de verticalité sur le mode Troisième République que sur la maximisation de la liberté scolaire pour que chacun puisse se sauver d'un système qui sinon nous entraîne tous à couler. L'école recule et reculera encore. Arthur de Vatrigan? On a eu une séquence assez effrayante cette semaine, mais malheureusement, rien de neuf, en fait. Je passe rapidement sur Lyon 2 et cet universitaire qui s'est fait expulser de son cours. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon 2, c'est l'équivalent de Tolbiac, si vous voulez. C'est la ménagerie des gauchistes. Donc, mais malheureusement, la gangrène s'est propagée partout. Rappelez-vous, en 2021, lorsque la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, avait voulu lancer une enquête avait réclamé une enquête sur l'islamo-gauchisme. Il y avait eu un tollé, une levée de bouclier d'universitaires et de chercheurs. Donc on voit déjà que c'est gangréné. Et le triptyque qui est fondamental à l'université, qui est l'instruction, la vérité, la liberté, en fait, a été grand remplacé depuis longtemps par l'endoctrinement, l'idéologie et la censure. Donc avec l'adoubement d'universitaires et de chercheurs. Pour le voile à l'école, rien de neuf non plus, malheureusement. On sait que c'est le terrain de jeu, l'un des terrains de jeu principaux de l'islamisme. Pour imposer son contre-modèle et culturel, parce que c'était là où on devait faire des bons républicains, c'était là où il faut les empêcher de devenir français. Et enfin, pour l'école toujours, si vous résistez, vous pouvez toujours compter sur Edoui Plenel, qui est le prince des mouchards, où vous dessinez des pointillés sur la gorge et de dire aux islamistes, regardez, c'est là que ça se passe. Donc, pour répondre enfin à Madame Borne, on dit souvent que la République recule ou que l'État a reculé ou a déserté, mais en fait, l'État n'a ni reculé ni déserté, il s'est fait expulser comme un vulgaire squatter. Et c'est pas en agitant le vieux drapeau troué des valeurs de la République qu'il va retrouver un peu de vigueur et un peu d'autorité. Restez avec nous, chers téléspectateurs, car dans un instant, Charles Gave, essayiste, économiste financier, sera l'invité d'Arthur Vatrigan et Mathieu Bock-Côté. À tout de suite. Un peu moins de 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Mathieu Bock-Côté, toujours avec Mathieu Bock-Côté bien sûr et Arthur de Vatrigan. Et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Charles Gave. Vous êtes essayiste, vous êtes financier, vous êtes économiste. Charles Gave, bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi avoir invité Charles Gave ce soir? J'ai ma petite idée. Alors, je crois que vous en doutez, cher ami. Alors, globalement, il y a la séquence des tarifs qui vient de commencer, en fait. On la connaissait déjà en Amérique du Nord. Elle vient de commencer avec Donald Trump. Et le commentaire médiatique dominant, c'est « Trump est fou ». Alors, l'idée n'est pas d'être d'accord ou non avec lui, mais de chercher à comprendre ce qu'il est dans la tête. Est-il fou ou a-t-il une vision de l'économie et comment la comprendre? Charles Gave, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Alors, je vous pose la question. Est-ce que Donald Trump est fou ou a-t-il une vision de l'économie qui soit compréhensible? Écoutez, c'est une question, je ne suis pas psychiatre, donc je ne peux pas répondre. Si je devais qualifier les fous, la quasi-totalité des hommes politiques le sont, donc on n'est pas rendu là, mais je voudrais simplement dire un certain nombre de choses. C'est que pour raisonner rationnellement, ce qui est quand même le but, la première des choses que vous devez faire, c'est essayer de comprendre quelles étaient les causes des décisions qui ont été prises. Pourquoi M. Trump a-t-il été amené à prendre ces causes? Alors, il y a des causes intérieures et des causes extérieures. Je vais commencer par les causes extérieures. Quand il est arrivé au pouvoir, les États-Unis étaient en train de perdre une guerre. Vous me direz, ça leur arrive tout le temps. Ils n'en ont pas gagné une depuis la guerre de Corée, qui était un match nul. Mais ils ont perdu la guerre en Ukraine. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Et pour la première fois, il y a quelque chose qui s'est passé d'extraordinaire, c'est qu'ils ont perdu cette guerre parce que leur armement était inférieur. Et ça, c'est ce qu'on ne dit absolument pas. Parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'armement des Russes était bien meilleur que l'armement des Américains. Dans l'artillerie, dans les drones, dans les hypersoniques. C'est-à-dire que les Russes ont aujourd'hui des hypersoniques, des missiles, qui vont à 10 fois la vitesse du son et qui peuvent vous couler les 12 porte-avions américains en 5 minutes. C'est-à-dire que les États-Unis ont perdu le leadership militaire. Et qu'ils ne peuvent plus protéger les autres. Et c'est ce qu'a dit en toutes lettres Vance à Munich. Il a dit, les gars, on ne peut plus vous protéger, démerdez-vous. Démerdez sich. On ne peut plus vous protéger, on n'a plus la capacité militaire de vous protéger. Donc, abandon en race campagne de l'OTAN.
Ça me paraît déjà un truc assez important, mais ils ne peuvent pas faire autrement. La deuxième chose qui se passe, dont on parle assez peu, c'est que cette guerre a amené la Russie à vendre son pétrole aux Indiens en roupies. Ils ont cassé le monopole de paiement du pétrole en dollars qui existait depuis 1947, l'accord entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur le destroyer américain, là. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, le dollar n'est plus monnaie de réserve. Tout le monde avait besoin de dollars dans ses réserves de change, pour une raison très simple, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter des produits aux États-Unis, ils ne font pas grand-chose, mais vous aviez besoin d'acheter de l'énergie. Donc, vous étiez obligé d'avoir des dollars pour acheter de l'énergie. Le deal des Américains, c'est vous me vendez une bagnole, je vous donne un papier vert, et avec ce papier vert, vous pouvez aller acheter de l'énergie à l'Arabie Saoudite. C'est fini. Le privilège impérial des États-Unis est fini. Ils ne peuvent plus financer leur déficit budgétaire par leur déficit extérieur. C'est terminé. Et la troisième chose qui est en train de se passer, on est en train de voir émerger le bloc asiatique qui va contrôler toute l'Asie, qui est le triangle, Moscou, Pékin, Delhi. Les Russes ont ouvert des lignes de communication gigantesques en 4 ans qui vont de la Russie directement dans le golfe Persique et avec un bateau qui l'amène à Delhi. Donc pour la première fois, l'Inde a accès à toutes les matières premières qui viennent du nord de l'Himalaya. C'est la première fois dans son histoire qu'elle a accès à ses réserves et qu'elle peut les payer dans sa monnaie. Mais vous ne vous rendez pas compte, ça veut dire qu'il va y avoir un boom dans l'océan Indien, mais inimaginable, mais qui ne sera pas financé par le dollar, qui sera financé par les pays qui ont des excédents d'épargne, la Russie et la Chine, et le centre financier du monde, ça va devenir Hong Kong. Vous pouvez fermer Wall Street. Alors, vous nous donnez ici des éléments extérieurs. On peut aller aux éléments intérieurs. Avec un élément supplémentaire, peut-être, on a cru que depuis 1945, Oui. probablement après, et plus encore dans les années 80, les Américains croyaient au libre-échange, à l'expansion du libre-échange, à l'abolition des frontières et ainsi de suite douanières, barrières douanières. Et là, on a l'impression qu'il y a un retour à une logique protectionniste. Est-ce que c'est bien le cas ou c'est plus complexe? Ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils étaient dans une logique d'empire. Quand vous êtes dans une logique d'empire, vous vous en foutez, votre monnaie est la monnaie de l'empire, et vous continuez à payer, à apporter vos trucs. Mais à partir du moment où vous avez un État-nation, et où les gens qui vendront des choses aux États-Unis ne vont pas demander des papiers verts, mais vont demander une voiture ou un avion en échange, vous voyez ce que je veux dire, ou ils vont échanger bien contre bien, mais ça veut dire qu'ils doivent se réindustrialiser à toute allure. Ils n'ont plus le choix, puisque maintenant, ils vont devoir passer à, en quelque sorte, le privilège impérial des États-Unis de ne pas avoir de déficit extérieur. Le déficit extérieur, ça n'avait jamais aucune influence sur la politique. C'est fini. Maintenant, il devient un pays comme un autre. Alors, bien sûr, c'est évident que et donc, ils ne peuvent pas se permettre, maintenant, ils doivent rebâtir l'industrie qu'ils ont laissé filer pendant les années d'Empire. Alors, vous êtes, je ne pense pas me tromper en disant que vous êtes un libéral. Normalement, on considère que les libéraux sont favorables à une idée de libre-échange maximal. Est-ce que vous êtes libéral inquiet en ce moment, ou vous considérez qu'on entre dans une période où le libéralisme va devoir intégrer une idée protectionniste? Moi, ça me fait rigoler. Les libéralistes, personne n'est plus libéral que moi. Mais l'embêtant, c'est que je connais le libéralisme et que les autres ne le connaissent pas. Et donc, la réalité, si vous voulez, c'est assez simple. C'est que pour qu'il y ait un système libéral qui fonctionne, il faut par exemple quelques conditions. La première, c'est qu'on soit en état noir, qu'il n'y ait pas de déficit budgétaire, que les États n'interviennent pas sur les taux d'intérêt, qu'ils n'interviennent pas sur les taux de change. Donc, il faut rigoler tout ça. On était dans un régime de libre-échange, on était dans un régime qui favorisait les grandes sociétés au détriment des petites, simplement parce qu'elles avaient pris le contrôle des États. C'était pas du libéralisme, c'était du capitalisme de connivence. Ça fait 20 ans qu'on est dans un capitalisme de connivence qu'on présente sous le nom de libéralisme, mais ça n'a rien de libéral, ni du début, ni à la fin, ni ça n'a jamais été. Donc j'ai écrit des livres là-dessus, d'ailleurs vous pouvez les lire, ils sont très bien. Arthur de Vatrigan. Donc Donald Trump a annoncé de manière assez précise ses réformes, en tout cas Il va mettre des tarifs, oui. ses tarifs et droits de douane. Oui. Selon vous, qui va être gagnant et qui surtout vont être les grands perdants de toute C'est une bonne beauté question, et je vais répondre de façon différente. C'est pourquoi les a-t-il mis? D'abord parce qu'il veut réindustrialiser les États-Unis. Et alors, vous avez remarqué que les États-Unis ont d'immenses sociétés du style Apple, Microsoft, etc. Et toutes ces sociétés ont une caractéristique commune, elles ne payent aucun impôt. Et comment elles réussissent à ne pas payer d'impôt? Prenez l'exemple d'Apple, ils se font faire des téléphones en Chine à 100 € le téléphone, et ils le vendent aux États-Unis à 1000. Mais ils ne le vendent pas aux États-Unis, parce que s'ils le vendaient aux États-Unis,
il ferait un profit de 900 sur le coup, donc il y en aurait 30% qui irait à l'État, qui gagnerait 270 €, il n'aurait pas de problème fiscaux, l'État. Non, ils le vendent à l'Irlande, où l'impôt sur les sociétés est à 2%, ils l'achètent à 100, puis ensuite l'Irlande la revend à 900 aux États-Unis. Et donc, le fisc américain ne voit pas un rond. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces tarifs, c'est en fait une augmentation des impôts sur les grandes multinationales américaines qui jouaient des systèmes comptables mondiaux pour ne pas payer d'impôts. Maintenant, s'ils exportent d'Irlande vers les États-Unis les téléphones, ils vont payer 25 ou 30% de tarifs de toute façon, c'est bien fait pour leur gueule. Donc les gens me disent c'est contre les autres pays, c'est contre ces propres grandes sociétés qui étaient toutes des sociétés démocrates. Alors, je vois la situation. Il y a une grande inquiétude en Europe en ce moment, vous le noterez. Ils peuvent, oui. François Bayrou parle de catastrophe. Plusieurs disent qu'il faut avoir des contre-mesures peut-être. Si ce n'est pas les contre-mesures, il faut comment réagir en Europe et en France. Il n'est pas certain que les intérêts de la France et de l'Allemagne et de l'Italie soient les mêmes dans les circonstances. Il est même certain que ce n'est pas les mêmes, oui. Alors, quelle devrait être, selon vous, la réaction de la France devant cela? Avant de parler de la réaction de la France, je voudrais dire le problème interne qu'ont les États-Unis. Oui. Les problèmes internes qu'ils ont, grâce à Biden pendant 4 ans, ils ont un système budgétaire qui a complètement explosé, qui ne marche pas. Enfin, il y a des déficits phénoménals, une dette absolument incroyable. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Quels sont les 3 postes de dépenses des États-Unis? Les 3 grands postes, c'est la sécurité sociale. Vous ne pouvez pas la supprimer ni la restreindre, etc., parce que politiquement, c'est impossible et puis ce serait injuste. Donc, ce que vous faites, c'est que vous envoyez quelqu'un voir si par hasard, il n'y aurait pas des fraudes. C'est M. Musk. Et donc, on va essayer de diminuer les dépenses de la Sécu en enlevant un peu toutes les fraudes qui étaient quand même ce qui permet à Washington de vivre. Hein. Si l'immobilier aux États-Unis, à Washington, est le plus cher des États-Unis, c'est pas parce qu'ils y travaillent, hein, c'est parce qu'ils sont corrompus jusqu'à l'os tous. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième dépense, imaginez-vous, c'est l'armée. Ben, je viens de vous dire, l'armée, ils ne peuvent plus, donc ils vont baisser les dépenses militaires de 8% par an dans les années qui viennent. Dans le cadre de « je vais défendre la forteresse America ». Donc ils retournent dans les États-Unis du 19e. La doctrine Monroe, personne ne vient nous emmerder chez nous, mais on n'emmerdera personne ailleurs. C'est complètement nouveau. Hein, sauf leurs voisins, si je peux me permettre. Un peu vers le sud. Un peu vers le nord aussi. Oui, le Groenland, le Canada, le Mexique. Ben, le Groenland, on pourra en parler, c'est assez rigolo, parce que ça a d'autres implications géopolitiques. Mais poursuivez. Et la troisième, eh bien, c'est le service de la dette. Donc, ils doivent tout faire pour maintenir les taux d'intérêt aussi bas que possible, que les taux d'intérêt restent en dessous du taux de croissance pour éviter de rentrer dans une trappe à dette. Si votre taux d'intérêt monte plus vite que votre taux de croissance et que vous empruntez, vous êtes mort. Hein. Ça prendra du temps, mais c'est toujours comme ça. Donc, pas de trappe à dette. Et en même temps, ils doivent augmenter les recettes. Et pour augmenter les recettes, eh ben, ils foutent des tarifs, mais qui vont frapper surtout les sociétés américaines de l'extérieur, pas les petites sociétés qui travaillent à l'intérieur. Et ils disent au reste du monde, dites les gars, vous avez 12 000 milliards de dollars là, ou plus, je ne sais plus comment vous savez, oui, 12 000 milliards, dans réserve de change. Vous savez ce que vous devriez faire? C'est que vous devriez acheter des terrains et bâtir des usines aux États-Unis plutôt que de garder des obligations américaines qui valent rien. Là. Donc, tout l'effort, c'est de dire c'est d'amener maintenant les États-Unis à se réindustrialiser parce qu'ils deviennent une nation comme une autre qui devra payer pour son commerce extérieur et ce qu'elle produit. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de changer le monde. Je raconte toujours en rigolant que vous vous endormez en 1790, vous vous réveillez en 1830, vous ne comprenez rien. Vous vous endormez en 1890, vous vous réveillez en 1930, vous ne comprenez rien. Vous vous endormez en 1990, quand vous vous réveillez en 2030, vous ne comprenez rien. Pourquoi? Parce que le capitalisme est tellement révolutionnaire qu'il fait 70 ans de stabilité, puis ça se prend en grappe, tout ça ne marche plus, tout se coince parce qu'il y a des fonctionnaires partout, il y a des réglementations, il y a l'Europe et toutes ces conneries. 70 ans de croissance et 30 ans de merdier. On rentre, on est en plein dans les 30 ans de merdier. Et c'est là où ça devient amusant, c'est là où ça devient intéressant. Enfin, on essaie de s'ennuyer. Vous dites amusant, mais pour plusieurs personnes, c'est moins s'amuser que s'angoisser. C'est-à-dire, ils voient par exemple les régimes de retraite à tout, on annonce leur fonds, on annonce une déstabilisation économique européenne certaine. Donc je vous repose la question qui me semble importante. Plusieurs se demandent qu'est-ce que la France peut faire devant cela. Est-ce que la France doit entrer dans une logique de tarif pour tarif? Est-ce que la France doit profiter de cela pour se libéraliser en disant elle ne peut pas faire rien d'autre que de se libéraliser à l'intérieur pour augmenter sa capacité économique? Que peut faire la France et l'Europe plus largement? Ben alors, parlons de la France, par exemple, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez que la France veut se réindustrialiser. Il n'y a pas que M. Trump qui veut se réindustrialiser. On vous a parlé de ça. Ouais. Bien, il y a un indice boursier qui s'appelle le Morgan Stanley Capital International industriel en Europe. C'est-à-dire ça mesure la valeur, la capitalisation boursière de toutes les sociétés industrielles en Europe. Les valeurs françaises dans cet indice font 28%. Les valeurs allemandes font combien? Vous nous le direz.
22. La puissance industrielle française est très supérieure, les Schneider, les Air Liquide, etc., à la puissance industrielle allemande qui est purement domestique. Mais ces entreprises françaises ont parfaitement compris depuis 20 ans que ça ne servait à rien de mettre une usine en France, et elles ont des usines partout. Donc Schneider, qui domine l'électrique mondiale, le petit électrique mondial, a 5% de son chiffre d'affaires en Mais France. pourquoi ça ne sert, répondez pour le commun des mortels, pourquoi ça ne sert à rien de mettre une usine en France? Parce que la rentabilité du capital investi à cause des corneaux à Bercy est la moitié de ce qu'elle est si vous la mettez ailleurs. La moitié. Donc vous n'allez pas... Si vous avez... c'est complètement idiot. Donc ce que j'essaie de dire, c'est si en France on veut réindustrialiser, il faut simplement que la rentabilité du capital investi sur les entreprises industrielles retourne au niveau où il est en Allemagne, en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Sinon, vous allez mettre l'usine à côté, non? Vous êtes un criminel. Concrètement, ça veut dire baisser les impôts de production, baisser les impôts, les charges, les règlements, et ainsi de suite? Non, le seul coût en France qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 70% de fonctionnaires de plus en France par 10 000 habitants qu'en Allemagne. Autrefois, on les payait en monnaie de singe, puisque la monnaie dévaluait tout le temps. Maintenant, on les paye en Deutschmark, puisqu'on est dans l'euro. Donc il faut sortir de l'euro. C'est l'euro qui nous tue. Arthur de Vatrigan. Donc, vous avez parlé de Schneider, Air Liquide, qui ne produisent pas en France, mais eux, justement, produisent aussi aux États-Unis. Partout, donc ils sont très contents, eux. Alors les tarifs, ça va pas les gagner. Eux, ils votent. Si vous l'achetez quelque chose en bourse, achetez Schneider, Air Liquide, bourrez-vous-en. Hein. Alors, tous les spectateurs de CNews qui vont se tuer sur les... Ouais, cela dit, pour les soucis, on ne donne pas de conseils très précis liés à telle entreprise ou telle Non, autre. c'est pas un conseil précis, c'est que vous avez en France des merveilleux... Des entreprises françaises vont sortir gagnantes de... Massivement. D'accord. Massivement. Alors, là, je vous entends. Donc là, Mais pas la France. Non, les entreprises françaises. Les entreprises françaises. Mais le Français qui regarde ça et qui se dit, je crains, par exemple, pour mon travail demain, je crains pour mon emploi, je crains pour la capacité, pour l'état des finances publiques. L'Américain qui craint, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment aussi, pour l'effondrement de son régime de retraite. Est-ce que ce sont des craintes légitimes et compréhensibles en ce moment, ou ce sont des craintes exagérées selon vous? Mais écoutez, moi je suis un financier. Comme les gens me demandent combien je peux gagner dans la bourse et tout, je leur dis j'ai aucune idée, je ferai de mon mieux, mais c'est pas grave. Quelqu'un qui vous dit qu'il est capable de vous donner du 7, 8, 9, 10% par an de façon certaine, compte tenu de l'incertitude de l'histoire, c'est un plaisantin. Donc tous nos régimes de retraite, par répartition ou par capitalisation, sont des régimes de plaisantins. En aucun cas, je ne peux, si j'étais un gouvernement normal, je ne peux garantir quoi que ce soit dans le futur, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. On va être envahi, je ne sais pas, par la Russie, tiens, ou par la Turquie, c'est l'autre possibilité, ou bien par les Allemands, ça on a l'habitude. Mais je veux dire par là, c'est que des systèmes de retraite globaux, centralisés et qui garantissent quoi que ce soit, ils ne peuvent pas fonctionner. Si vous l'avez cru, vous êtes très bête. Arthur de Vatrigan. C'est triste, hein. Sur l'Union européenne, en tout cas l'Europe, il y a 40 ans, la moitié de ses ressources, c'était les tarifs douaniers. Aujourd'hui, c'est 15%. Est-ce que vous pensez que l'Europe doit ou peut faire comme Trump, c'est-à-dire augmenter ses tarifs de douane? Ils peuvent s'amuser à ça, mais le but de Trump, c'est de réindustrialiser les États-Unis. C'est pas la peine de réindustrialiser la Suède. Elle va très bien, merci. La Suisse, ils pètent la forme. Ils ont une industrie qui est beaucoup plus importante que la nôtre en chiffre absolu. L'Allemagne, ils ont fait la bêtise de quitter les voitures que tout le monde achetait pour essayer de faire des voitures que personne n'achète. Mais donc, non, c'est... nous, on aurait interdit, on devrait... Nous, peut-être en France, il faudrait qu'on mette des barrières douanières et tout, mais ça ne marcherait pas parce que ça ferait la fortune des fonctionnaires. Mais je veux dire... non, je vois très bien pourquoi les États-Unis le font. Je vois pas pourquoi nous, on devrait le faire. Alors, Trump a 2 ans, dit-on, devant lui, avant les midterms. Est-ce que vous croyez que sa politique va ou peut fonctionner? Est-ce que c'est un pari sur l'avenir? Vous dites que l'avenir est imprévisible, mais vous avez par ailleurs, votre métier consiste souvent à prédire un peu mieux que les autres. Non. Est-ce que vous croyez que les États-Unis peuvent réussir? Je ne prédis jamais mieux que les autres et je ne prédis jamais rien. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, est très simple. C'est que d'abord, Trump n'est pas un idiot. Il est extraordinairement compétent. Deuxièmement, il est entouré de gens extraordinairement compétents et intelligents, de Musk à Tulsi Gabbard, à Patten. Vous en avez 10 qui sont... C'est le cabinet ministériel aux États-Unis le plus intéressant de l'histoire depuis, je sais pas, probablement, peut-être un petit peu Kennedy, là.
où il avait quelques personnes intelligentes. Donc, c'est un cabinet intéressant, mais qui peut réussir. Mais je vais dire le verre, je vais botter en touche là, je vais dire, je ne suis pas certain, comme tous ces génies qui font des commentaires à Paris, qu'ils vont échouer. Je ne suis pas certain qu'ils vont échouer. Il n'est pas possible qu'ils réussissent. Et s'ils réussissent, à ce moment-là, il faudra considérer les États-Unis comme un investissement possible. Mais ça passera par l'écroulement de toutes les valeurs multinationales américaines qui ont pillé les États-Unis avec la bénédiction des démocrates. C'est-à-dire que ça passera par un effondrement de la bourse de New York, qui est que ces grosses valeurs, et que ça passera aussi par un effondrement, ce qu'on appelle l'indexation dans les marchés, c'est-à-dire vous n'avez pas la peine de chercher où vous donnez votre capital, vous achetez l'indice. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'indice de New York aujourd'hui, je vous donne un exemple, dans l'indice mondial des actions, les actions américaines, à cause de ces 10 grosses valeurs, font 70% de la capitalisation mondiale. C'est-à-dire que le reste des bourses du monde entier, c'est 30%. C'est idiot. Ces 10 valeurs vont perdre 50, 60, 70%, puisqu'elles ont essayé de se payer les États. C'était des monopoles, elles étaient à un tel niveau de puissance qu'elles ont essayé d'influencer les États. On les a vus au moment de toutes les histoires de fake news, vous savez, quand ils ont intervenu. Donc elles ont essayé d'intervenir dans la gestion de l'État. Et du coup, aujourd'hui, elles attaquent les États dans la souveraineté des États, et elles vont en crever. C'est comme les grands aristos qui s'attaqueraient au roi de France. On leur coupait la tête. Alors, de manière j'essaie de traduire ça politiquement. On dit en ce moment, l'électeur américain, ça va lui coûter beaucoup plus cher avec les tarifs de Trump. Bon. Si je comprends bien votre logique, mais vous me corrigez si je l'ai mal compris, globalement, la côte ouest et la côte est aussi risquent d'être fragilisés, mais le cœur du pays, qui avait payé le prix de la mondialisation, lui risque de sortir renforcé de la prochaine séquence. Mais vous regardez qui sont les deux plus gros exportateurs vers les États-Unis. Eh ben, d'un côté, c'est le Mexique, et de l'autre côté, c'est le Canada. Et là, on a mis des taux à 10%, des tarifs à 10%. Et miraculeusement, les deux monnaies ont baissé de 10% depuis un an. Donc, je veux dire, tout ce qui vient du Canada, tout ce qui vient du Mexique, rien n'a changé. Et c'est quand même le plus gros. Par contre, pour la Chine, ça va être difficile. Mais la Chine, 50% de leurs exportations allaient vers les États-Unis il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont à 11%. Donc, ils vont se développer comme des fous dans la zone dont je parlais, autour de l'Inde. Donc, non, le grand perdant là-dedans, c'est l'Europe, quoi. Alors, le grand perdant, c'est l'Europe. Il nous reste 2 minutes environ. Le grand perdant, c'est l'Europe. Et est-ce que je reviens à la France? Parce que plusieurs se demandent, vous savez, c'est la question de Lénine, mais traduite dans les circonstances, que faire? Alors, imaginons que vous soyez le président Gave pendant un instant. Vous êtes aux affaires et vous avez un programme possible et réalisable en 6 mois pour répondre aux tarifs de Trump. Que feriez-vous? J'envoie une lettre commandée à la Commission européenne, ce qui est la procédure requise par les traités, pour dire je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je reprends le contrôle de la monnaie, il y a 1400 hautes autorités, grands conseils en France qui dépensent à peu près 130 milliards d'euros. C'est de la corruption, puis c'est simple. Je les supprime tous. Je dis plus un grand conseil, plus une autorité. Je fais 130 milliards et je baisse les impôts des Français de 130 milliards. Et je leur dis au boulot, les gars, et je dis à tous les Français, ce serait bien si vous reveniez de l'étranger. Et puis je vais baisser tous les impôts. Au fur et à mesure que je coupe les coûts qui servent à rien, je baisse les impôts. Et vous verrez comme ça redémarrera. Là, régler le problème de la France, c'est enfantin. Enfantin? Enfantin. Vous le faites en 5 minutes si vous avez le courage politique. Il n'y a aucun problème. Et si on partage le même diagnostic que vous? Il n'y en a pas d'autre. C'est le diagnostic de Milley, c'est le diagnostic de Trump. À partir du moment où il y a des gens qui foutent rien et qui prennent le contrôle d'une partie importante des dépenses de l'État, le mieux, c'est l'État, il faut le ramener dans ses fonctions étatiques. On a une double mission en France, c'est renforcer l'État dans ses missions stratégiques et deuxièmement, le faire disparaître partout où il n'a pas lieu d'être. Eh ben, écoutez, merci Charles Gave d'être venu sur le plateau de face à Mathieu Bock-Côté. Vous avez cité Schneider tout à l'heure, Schneider Electric. Schneider Electric. Mais alors pour les âmes chagrines, parce que je sais que parfois, et l'ARCOM nous surveille, j'en cite d'autres, vous me permettez, La Croix, Environnement aussi c'est bien, Vite, Endress, ou encore Sulzer, Ensival, Moret de France. Voilà. Il y a des tas de très belles valeurs. Bah écoutez, voilà. J'ai cité des exemples, oui, pas des recommandations. Vous avez bien fait. Préciser, vous avez bien fait de préciser. Vous avez bien fait de préciser. Vous imaginez maintenant avec l'ARCOM ce qu'on peut dire. Bonjour les copains. Merci Mathieu Bock-Côté, merci Arthur de Vatrigan, Charles Gave, merci beaucoup. On va ressortir certaines de vos déclarations pour l'heure des pros, on va les commenter. On va faire grand bruit. À tout de suite. Ce qu'il y a d'extraordinaire.